Yahweh batela nikombo. Yahweh, Yahweh benisa nikombo. Yahweh, Yahweh batela nikombo. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les artères publiques sont transformées en des lieux de stationnement de véhicules, ce malgré l'opération d'évacuation initiée par la mairie. Pour illustrer ce constat, notre équipe de rédaction était au quartier Salongo, dans la commune de Matadi, où un grand véhicule de grand tonnage de marque Volvo de la société Arlène est abandonné sur la voie publique à la hauteur du lounge bar Béatitude. Des précisions avec Salem Malonda. C'est depuis près d'une semaine que ces véhicules de gros tonnage de marque Volvo appartenant à la société Arlène, immatriculé 3397 AL-10, est abandonné sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du louange bar Béatitude en voie de A15 dans la commune de Matadi. Ces stationnements illicites constituent un véritable cauchemar pour les usagers de cet axe stratégique de la première ville du Congo central. Chaque jour qui passe, les automobilistes, les motocyclistes et les piétons font face à des embouteillages causés par ces stationnements abusifs dits à une panne, à en croire plusieurs sources. Face à cette réalité préoccupante, le riverain, qui ont signé un anonymat, lance un appel aux autorités compétentes afin que des mesures urgentes soient prises pour dégager ces véhicules et rétablir la fluidité du trafic sur ces taxes d'intérêt public. Car la libre circulation n'est pas un privilège, mais un droit pour tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son cabinet de travail le vendredi 27 février 2026 le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de l'Association de banques centrales africaines. Les échanges ont tourné autour de la situation et des perspectives économiques de la sous-région. Ivan Sana a donné le mobile de cette rencontre au sortir de la salle d'audience. Régis Olivier Sondé, administrateur du Fonds monétaire international FMI Afrique, a aussi échangé avec le premier d'entre les citoyens congolais. Suivez. Il s'agit concrètement de relever notre forte dépendance au niveau Afrique centrale aux matières premières, qui se traduit par notre vulnérabilité sur le plan économique et notre forte exposition aux chocs extérieurs. Cela entraîne bien entendu la faiblesse de notre économie qui n'arrive à créer de l'emploi et apporter également une croissance plus dynamique, plus souhaitée. Nous sommes à Kinshasa pour nous enquérir de la situation macroéconomique sur place et aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, qui a bien voulu nous accorder une audience et nous avons échangé avec Monsieur le Président de la République des relations entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et également du programme du FMI qui permettent à l'institution d'appuyer les pays membres dans leur stratégie contre le changement climatique, la facilité pour la résilience et la durabilité. Parallèlement à notre visite, il y a une mission des services techniques du FMI pour faire le point. Nous nous dirigeons vers la 3e revue de la FEC, la facilité élargie de crédit, et la 2e revue de la facilité pour la résilience et la durabilité. Nous espérons aller au conseil d'administration pour approuver ces 2 revues d'ici la fin du mois de juin.
Et donc les équipes sont là pour évaluer la situation et essayer de préparer un rapport pour le conseil d'administration. Alors, nous connaissons les conditions un peu difficiles actuellement, notamment la situation à l'Est qui crée des pressions sur les dépenses publiques, notamment en termes humanitaires et sécuritaires. Et nous devons faire en sorte que le programme reste sur la bonne voie afin que la République démocratique du Congo remplisse les conditions qui permettraient d'aller au conseil d'administration du FMI. De retour de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a enchaîné le 27 février 2026 avec une séance de travail de haut niveau avec le Fonds monétaire international. Au centre des échanges, l'état d'avancement de réformes structurelles du gouvernement, notamment la gouvernance administrative, la maîtrise des effectifs ainsi que le contrôle de la masse salariale. Je vous convie de suivre ces reportages de la cellule de communication du ministère de la fonction publique. À l'approche de la 3e revue du programme du FMI, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao était en séance de travail le vendredi 27 février 2026 avec la mission technique du FMI conduite par le chef de mission Calixte Aopossi. Au cours de cette réunion, 2 sujets étaient à l'ordre du jour, l'élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, l'opérationnalisation du dispositif de déclaration du patrimoine de l'agent public de l'État et de sa famille immédiate face à la mission technique du FMI. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a réitéré la ferme volonté du gouvernement d'appliquer d'ici 2027 la nouvelle politique salariale. Son élaboration étant terminée, le processus de sa mise en œuvre effective a été enclenché, notamment lors des discussions avec les différents syndicats pour une bonne appropriation. S'en suivra son adoption en Conseil des ministres. Le 2e sujet a porté sur le décret fixant les modalités de déclaration des patrimoines des agents publics. Ce texte normatif institue l'obligation pour les agents publics et leurs familles de déclarer leurs biens à l'entrée et à la sortie de fonction. Il vise la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite avec une déclaration annuelle via l'OCEP. Autre facteur, il a été indiqué que la mécanisation faite sur la base des économies dégagées ne peut pas être à l'origine des problèmes concernant la masse salariale. Le rapport de l'audit de l'État liquidatif diligenté par le chef de l'État lors du Conseil de ministres permettra d'éclairer définitivement l'ensemble des parties prenantes sur les facteurs qui impactent négativement la maîtrise de la masse salariale. D'un secteur à un autre, le ministre Molendo Sakombi de la République démocratique du Congo et son homologue de l'électricité du Congo-Brazzaville, Émile Wosso, ont signé le jeudi dernier à l'hôtel Radisson de Brazzaville un protocole d'accord qui devra aboutir à la construction d'un barrage hydroélectrique de 6450 MW sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Luozi dans les cataractes. Les commentaires est d'Abdelaziz Bouaboua. Les ministres en charge de l'électricité des deux Congos ont signé le 26 février 2026 à l'hôtel Radisson de Brazzaville un protocole d'accord relatif à l'aménagement hydroélectrique du site de Biokatombe de 6450 MW sur le fleuve Congo dans le district des cataractes entre Kinshasa et Luozi. Ce qui est une avancée stratégique pour l'intégration énergétique, la coopération souveraine et le développement durable des deux pays. Nous avons parlé de la boucle de l'amitié qui réunit donc les républiques d'Angola, démocratique du Congo et du Congo. Et il y a un site qui a été identifié, le site Pioka, qui se situe donc à l'embouchure de la rivière Inkisi, à quelques encablures de la première cascade de Tekela. Et nous avons donc décidé d'unir nos forces pour développer peut-être le plus grand projet énergétique entre deux pays. Nous parlons là de 2 fois 6450 MW. Comme vous le savez, nous avons des besoins pressants de nos communautés respectives, de nos industries respectives. Et nous avons donc décidé de développer ensemble, mais en toute indépendance, ce site-là stratégique. Il y a 2 sites du côté de la RDC et 6 cascades
du côté de la République sœur. Nous allons finaliser les études d'ici 6 à 9 mois. Signalons qu'au cours de la même journée, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Sakombi Molendo, a été reçu par le président Sassou Nguesso, à qui il a remis officiellement la note explicative relative au protocole d'accord signé entre les deux pays. Il est condamné à la peine de mort à Kinshasa. Le jeudi 26 février 2026, le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete a rendu son verdict sur le dossier de M. José Kanika Kasongo, âgé de 31 ans. Il a ôté la vie de sa mère biologique après une différence financière. Nous vous convions de suivre cet élément. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive, a rendu son verdict le jeudi 26 février 2026 dans l'affaire qui opposait le ministère public à M. José Kanika Kasongo, accusé de meurtre sur sa propre mère biologique. Un drame qui a profondément troublé l'opinion publique. À la barre, José Kanika Kasongo, âgé de 31 ans, poursuivi pour meurtre. Ces derniers est reproché d'avoir ôté la vie de sa propre mère après une discussion financière d'une dette estimée à $10,000 américains. Après instruction du dossier, l'audition du concerné et le réquisitoire du ministère public, la justice a déclaré coupable l'accusé José Kanika. En conséquence, il a été condamné à la peine de mort conformément aux dispositions légales par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Signalons que les faits s'est déroulé à Kisanso, dans la ville-province de Kinshasa. Enfin, pour terminer ce journal, à l'international, Donald Trump, le président américain, a annoncé samedi que les États-Unis avaient lancé des opérations de combat majeurs contre l'Iran et a appelé par la même occasion le peuple iranien à s'emparer du pouvoir. Les détails dans cet élément de la France 24. Des colonnes de fumée dans le ciel de Téhéran. Dans la matinée, les États-Unis et Israël ont annoncé avoir lancé des frappes sur l'Iran, sa capitale et ses environs. Dans un message vidéo publié sur son réseau social, Donald Trump a annoncé quel était l'objectif de ces bombardements. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien. Un groupe vicieux d'individus cruels et odieux. Leurs activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. Le président américain a promis de détruire notamment les capacités balistiques iraniennes et de réduire à néant sa marine. Il a appelé les militaires iraniens à déposer les armes et le peuple iranien à s'emparer du pouvoir. L'armée israélienne a indiqué que l'Iran a riposté en tirant des missiles en direction d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti dans le pays comme ici à Haïfa ou ici à Tel Aviv. L'opération militaire vise à éliminer une menace existentielle pour Israël que fait peser l'Iran. À l'heure actuelle, l'armée attaque des cibles militaires du régime iranien. Au peuple iranien, dans sa diversité, nous disons: voici votre chance de bâtir un Iran nouveau et libre. Prenez votre destin en main. Cette campagne de frappe fait écho à la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier. Elle intervient après des avertissements répétés des États-Unis et d'Israël qui menaçaient de frapper à nouveau si l'Iran poursuivait ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. Vendredi, Donald Trump avait fait part de son insatisfaction quant à l'avancée des négociations en cours à ce sujet. Depuis plusieurs semaines, une armada de navires et d'avions de guerre américains est positionnée au Moyen-Orient. Ce journal du week-end est complètement fini. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Clovis Solo pour la réalisation. Bonne suite de programme sur Ecopolis.